L'association des amis de Pierre Gripari présente Conversation avec Anne-Martin Conrad sur la vie et l'œuvre de l'écrivain Pierre Gripari. Deuxième partie. Enregistrement fait à Paris le 18 novembre 2022. Anne-Martin Conrad, bonjour. Bonjour. Nous allons donc faire la deuxième partie de cet entretien qui portera essentiellement sur l'œuvre de Pierre Gripari. Donc je rappelle à nos auditeurs que la première partie de l'entretien, vous aviez beaucoup parlé de Pierre Gripari, notamment de sa vie, de vos relations avec lui, de son métier d'écrivain également. Et nous avons donc décidé de consacrer ce deuxième entretien essentiellement à l'œuvre de Pierre Gripari. La première question que j'ai à vous poser est la suivante. Alors pour certains écrivains, il est difficile de séparer l'homme de l'œuvre. Je pense par exemple à des écrivains comme Casanova, Céline ou Colette. Est-ce que l'on doit séparer la vie de Pierre Gripari de son œuvre romanesque quand on sait que certains épisodes de son enfance sont repris dans certains de ses livres, comme par exemple Pierrot la Lune ou Histoire de prose? Non, absolument pas. On ne peut pas du tout le séparer de son œuvre. Il a vraiment tiré toutes ses... Enfin, c'est son imagination et son expérience mêlée. Et il est totalement engagé dans son œuvre et elle est très autobiographique sous différents aspects. Elle ne raconte pas toujours la même histoire comme un récit, mais par exemple, Frère Gaucher ou Le Voyage en Chine, c'est vraiment le cri de désespoir d'un écrivain qui a la vocation d'écrivain, qui travaille énormément, qui est complètement engagé dans son œuvre et qui rencontre des difficultés énormes, qui est désespéré, qui n'a pas d'éditeur. Il l'a écrit au moment où c'était vraiment sa situation. Quant à Pierrot la Lune, alors là, c'est différent parce que Pierrot la Lune, il l'a écrit bien longtemps après que ce qu'il raconte était passé. Et il est allé chercher dans ses souvenirs en mêlant avec toute une œuvre d'imagination. Quand il parle de sa mère, par exemple, qu'il en fait une espèce de sorcière. Bon, ça c'est dans son imagination. Sa mère n'était certainement pas aussi spectaculaire qu'il le raconte. Mais c'est une approche différente, une manière de s'exprimer différente. C'est-à-dire que chaque fois, dans tous ses livres, il y est lui-même complètement à différentes époques, avec des passions qu'il a entretenues pour des œuvres littéraires, des découvertes, par exemple son intérêt pour la langue russe et pour la Russie en général. Par exemple, dans Roman Branchu se retrouve dans le personnage de cette femme là dont j'ai oublié le nom, mais il a une tendresse pour ce personnage qui est tout à fait un personnage russe exilé en France, enfin son langage, sa manière de se comporter, etc. Donc chaque fois qu'il a une passion, ça fait un livre. Et en même temps, bon, il a mûri, il a acquis de l'expérience, il a acquis beaucoup d'humour parce que c'était ça où se désespérait tout à fait, étant donné les difficultés qu'il a rencontrées. Il a aussi développé un esprit provocateur qu'il n'avait pas forcément au début. Donc tout ça, chaque livre est une étape de son expérience très profonde. Il y a vraiment, on le retrouve vraiment très... Je dis toujours que ce qui caractérise l'œuvre de Gripari, ce qui la rend forte et attachante, c'est la sincérité. Il y a une profonde sincérité, une profonde authenticité dans son œuvre, et c'est le cas aussi dans son œuvre pour la jeunesse. Les enfants sont très sensibles à ça. Ils le sentent évidemment, ils ne sauraient pas l'exprimer, mais ils le sentent et ils adhèrent totalement. Je me souviens d'un petit garçon que je connaissais qui avait lu les contes de la rue Broca et qui parlait de Dieu à propos du bon petit diable, enfin de tous ces contes-là, et qui parlait de Dieu et qui disait, moi quand je serai grand, je monterai sur une grande échelle et puis j'irai tuer Dieu. Donc
il avait adhéré totalement au fait que pour Gripari, le diable existait, etc., quoi. Et le diable est gentil dans les contes de la rue Broca, Oui, il n'est pas, c'est vrai. Bah il oui, est puis pas le méchant. côté, c'est l'humour de Gripari, le Mhm. côté d'inverser tout ce qui trouve son épanouissement dans Patrouille du Comte, qui est parfaitement réussi de ce point de vue-là, Mhm. où toutes les fameuses valeurs dont on nous parle beaucoup sont retournées d'une manière extrêmement drôle et très pertinente en plus. Absolument. C'est un livre Oui, toujours dans l'actualité, absolument. extrêmement moderne. Ouais. L'autre question que j'avais envie de vous poser est la suivante. Par quel livre conseilleriez-vous de commencer pour un lecteur qui n'a jamais lu Pierre Gripari? Alors, ça dépend de son âge, je regarderai un peu qui est cette personne. Un jeune adulte, on va dire. Oui, mais je regarderai un peu quels sont ses centres d'intérêt et j'irai dans ce sens-là si j'avais à conseiller. Mais Patrouille du Comte, pour le dire tout net, parce que c'est extrêmement drôle. Donc le rire, c'est très séduisant. Et je pense que quand on a commencé à rire, vous savez, on dit toujours que les hommes qui veulent séduire doivent faire rire Absolument. l'objet de leur désir. Tout à fait. Là, c'est ça que je ferais fonctionner, bien sûr. Puis après, si c'est quelqu'un de sensible et d'imaginatif, bon, bah, ça serait plutôt des nouvelles fantastiques. Si c'est quelqu'un qui, qui est sensible un peu ce qu'on appelait avant les romans de formation, s'il est jeune et s'il est un peu dans ces zones d'intérêt, bah, ça serait Frère Gaucher, parce que c'est le déroulé d'une expérience humaine qui forme justement le héros et le personnage principal. Voilà, donc, et puis si c'est des enfants, évidemment, les contes. Bien sûr. Et puis j'espère beaucoup, ce que j'ai toujours espéré, c'est que les enfants qui lisent les contes soient amenés tout simplement à continuer leur quête et à aborder l'œuvre pour adultes qui n'est pas très différente. Hein. Il disait toujours d'ailleurs qu'il écrivait pour les enfants avec le même soin et les mêmes préoccupations que, que ce qu'il écrivait pour les adultes, sauf que il disait il faut éliminer la politique et le sexe. Mais pour le reste, tout va bien. Ce qui intéresse les adultes intéresse aussi les enfants. Alors, à titre personnel, pour vous raconter un petit peu mon parcours, j'ai découvert donc les contes de la rue Brocage, je devais être en classe de 6e à peu près. Et plus tard, donc, j'ai lu l'œuvre de Pierre Gripari et j'ai commencé par Pierrot la Lune. Et j'ai trouvé, avec le recul maintenant, vu que j'ai lu une bonne partie de son œuvre, avec le recul, je me dis que j'ai bien fait, à titre personnel, parce que pour moi, quasiment toutes les clés de son œuvre sont enfermées dans Pierrot la Lune. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense que c'est une œuvre d'abord qu'il a écrite sur un grand nombre d'années. Hein. Il a commencé tout jeune adolescent, à écrire Pierrot la Lune. Alors c'était des morceaux, des petits textes qu'il a fini par réunir, refaire, il l'a complètement remanié. Mais la version définitive de Pierrot la Lune, c'est très composite en fait. Voilà. Oui, et là aussi c'est un roman de formation d'une manière, pour un jeune homme, c'est vraiment important. Alors il y a aussi le fait que il évoque, enfin sans insister, sans en faire une anecdote salace évidemment, sa découverte de son homosexualité, enfin sa tendance à son homosexualité. Et franchement, quand on lisait ça dans les années 60, c'était extrêmement émouvant. Parce que ça correspondait à un vrai problème psychologique, social. C'était très émouvant. Quelque idée qu'on pouvait se faire de l'homosexualité en général. Maintenant, c'est plus du tout la même chose. Je ne me rends pas compte d'ailleurs de ce que peuvent penser des jeunes adultes quand vous disiez qu'ils lisent ça, compte tenu de l'évolution des mœurs, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'était absolument déchirant cet aspect-là et très émouvant.
Et on était en 1963, on n'était pas Oui. en 2022, Oui, donc il oui, n'y avait pas eu justement. le mariage pour tous. Justement, Et, ouais, ouais. on saisit ce que ça peut représenter de difficultés pour un jeune garçon qui doit se lancer dans la société. C'est déjà difficile pour un jeune garçon Ou une jeune fille d'ailleurs. qui est hétérosexuel et qui mène un parcours tout à fait normal. Mais alors là, c'était encore plus difficile. Mais par rapport à, je vous parlais de ces clés parce que par rapport à Pierrot la Lune, on retrouve par exemple une partie de son enfance totalement anamorphosée, Mm. fictionnalisée, je ne sais pas si ce terme-là existe, dans par exemple La vie, la mort et la résurrection de Socrate Marie Oui. Tripotard. Mm. On retrouve cette partie de sa vie encore Oui. plus tard, beaucoup plus tard, dans les années 80, avec Histoire de prose. Oui. Dans certaines nouvelles aussi, Mm. on retrouve des passages Bien de sûr, Pierrot et la Lune. même en particulier dans un conte qui s'appelle Le voyage de Saint-Dié, oui, c'est ça. De Saint-Déodat. De C'est Saint-Déodat, oui, dans le voyage Conte de d'ailleurs et d'autre Saint-Déodat. part. Absolument. Et c'est là aussi l'expérience de l'enfant qui est mal dans sa peau, et qui va sur les bords de la Loire au bout de son jardin. Et ce jardin existe. Ça, je l'ai vu. C'est très étonnant parce que j'ai trouvé ce conte d'autant plus beau que j'ai vu les lieux et que c'était très exact. Là, pour le coup, la maison est assez loin de la Loire et on passe sous une rue du village. Il y a une espèce de tunnel. On arrive dans le jardin qui est un verger qui a beaucoup de charme parce que ça ressemble un peu, vous savez, au jardin des miniatures du Moyen-Âge, des très riches heures. Et puis dans cette région, en plus, les bords de la Loire, c'est quand même très, très particulier de ce point de vue-là. Et puis au bout, il y a une terrasse où on domine la Loire. On la voit couler et on domine la Loire. Et c'est ce souvenir-là qui lui a fait écrire ce texte qui est très beau. Donc effectivement, il a en lui-même toutes ces sources d'inspiration. Hein. Alors, une question maintenant un petit peu différente. Est-ce que vous pensez qu'un jour un éditeur parisien pourrait de nouveau, enfin parisien ou un éditeur de manière générale, pourrait de nouveau éditer la littérature pour adultes de Pierre Gripari, qui, je le précise, n'est en grande partie malheureusement plus disponible? Je l'espère, écoutez. Je vois pas bien selon quelle modalité, à quel moment. Mais bon, j'adhère à ce que Pierre Gripari disait lui-même. Il était sûr qu'à un moment ou à un autre, il était profondément persuadé qu'à un moment ou à un autre se lèverait un public pour lui important. Il ne savait pas lui non plus très bien comment, mais il était persuadé que son œuvre était assez chargée d'énergie, assez forte pour d'abord traverser le temps, enfin aller de l'avant au son propre sens. Il avait une confiance vraiment très très grande dans l'énergie de son œuvre. D'accord. Et voilà. D'ailleurs, il a écrit dans la préface de Gueule d'Aminche. Qui est une très belle préface. Ces préfaces sont très belles, hein, de toute façon. Les livres sont très intéressants, mais les préfaces aussi sont souvent très explicites au bon sens du terme. Et il a écrit je lis un petit extrait, un paragraphe, parce que ça explique vraiment cette assurance qu'il avait d'avoir accompli une œuvre, enfin, en quelque sorte. Et il dit « J'écris pour être aimé, longtemps après ma mort, comme j'ai aimé Dickens. J'écris pour faire du bien, comme Jack London m'a fait du bien, à quelques individus que je ne connaîtrai jamais, dont les pensées ne seront pas les miennes, qui vivront dans un monde que je ne puis concevoir. J'écris pour eux pourtant, pour les consoler d'être, pour qu'ils se sentent moins seuls devant leur destinée, qui sera, comme la nôtre, et même si par ailleurs tout change, de rire et d'espérer, de souffrir et de mourir. » C'est une vraie profession de foi. C'est une vraie profession de foi qui est à la fois tragique, on va dire, mais en même temps pleine d'espoir, quoi. Et ça, je sais qu'il l'exprimait souvent, cette chose-là. Alors, il disait aussi que peut-être les livres disparaîtraient,
mais qu'on raconterait toujours des histoires. Et il a bien la notion de raconter des histoires, de pas exercer son art littéraire pour l'amour de l'art, pour dans un but purement esthétique, formel, pas du tout. Il fallait qu'il y ait une histoire et qu'elle soit forte. D'accord. Il le ressent comme ça hein, quand il écrit. D'ailleurs, c'est vrai, tous ses livres sont des histoires. Alors, il y a une question justement que je voulais vous poser qui rejoint ce que vous êtes en train de nous dire. Que disait Pierre Gripari de ce savoir finalement si peu lu et pas joué au niveau du théâtre? Alors, pas jouer au niveau du théâtre, ça, Ou peu il joué, l'avait. peut-être. Si je peux m'exprimer ainsi, il l'avait mauvaise, Ouais. quand même. Ça, quand il en parlait, on voyait qu'il était un peu en colère. On peut rappeler à nos auditeurs qu'il a quand même écrit 34 pièces de théâtre. Oui, Il y a oui, 4, oui. de Alors, mémoire, il y a 4 volumes oui. publiés. Ouais, à peu près. Donc, et il voyait bien que le théâtre qu'il écrivait, qui était un théâtre de texte, hein, il s'intéressait pas du tout à la mise en scène, que ce soit pour lui-même ou dans les spectacles qu'il allait voir. D'accord. Et il se rendait bien compte que le théâtre de texte ça n'avait plus cours dans notre monde culturel, enfin dans ce qu'il a de commun en tout cas. Et il voyait bien ça, ça le désolait pour les autres auteurs aussi, pas seulement pour lui. Et d'ailleurs, il a pris soin de réunir des critiques théâtrales qu'il a faites pour un magazine, pour une revue, pour une petite revue qui s'appelait Écrit de Paris, je ne sais pas si ça existe toujours. Et il a recueilli, il a remanié un petit peu ses critiques, et ça s'appelle Notes d'une hirondelle, oui, le volume, ça a été absolument. édité à l'Âge d'Homme. Et il insiste en permanence sur le fait que c'est le texte le plus important et qu'il faut qu'il soit bien exprimé et que c'est ça qui compte. Alors évidemment maintenant souvent quand on joue les classiques sur les affiches vous voyez le nom du metteur en scène en très gros caractères et celui de l'auteur plus petit. Enfin c'est complètement aberrant du point de vue de l'idée qu'on avait du théâtre jusqu'à il y a 50 ans. Maintenant, c'est comme ça, quoi. Puis les metteurs en scène sont très bien payés, et c'est pareil pour la musique d'ailleurs, pour le ballet, pour toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les contes pour enfants ont totalement effacé le reste de l'œuvre de Pierre Gripari? Ben, c'est des questions aussi. Vous savez, un livre, c'est pas seulement une œuvre littéraire comme ça, avec des ailes qui survolent le monde. C'est ancré dans l'économie, dans la société, dans la mode, dans le hasard aussi. Il y a des choses de hasard qui se font. Et à partir du moment où il a été édité chez Grasset Jeunesse, ça a démarré d'une manière formidable parce que c'était très... Ça avait beaucoup d'intérêt. Enfin, c'était vraiment bien écrit, bien. C'était, on peut le rappeler, les contes de la rue Broca, le premier qui a été édité. Ben oui, non, c'est peut-être pas les contes de la rue Broca qui étaient encore à la table ronde à ce moment-là. Les droits étaient à la table ronde. D'accord. La table ronde a fini par vendre les droits à Grasset Jeunesse. D'accord. Mais Grasset Jeunesse a pris ça en main. C'était des spécialistes de la littérature pour la jeunesse. Ils avaient leur diffusion, leur relais de presse dans le milieu des libraires, etc. Et donc ils ont fait une mise en place formidable et ça a été un succès. Ça a été un succès qui était tout à fait mérité, mais les contes étaient aussi beaux quand ils étaient publiés à la table ronde. Hein. Simplement, la table ronde n'avait pas du tout les accointances et c'était pas son métier de publier de la littérature pour la jeunesse. Donc ça tient aussi à des choses comme ça, hein, le succès d'un livre. Vous savez, en ce moment, on publie les choses qui ont du succès, dont on parle beaucoup. À la radio, dans les rubriques littéraires des journaux qui sont, il faut le dire, de moins en moins importantes hein, quand même. Il y a de moins en moins de place dans les journaux pour la critique littéraire, mais enfin, ce qu'il en reste, c'est des choses qui ont été très bien poussées par les attachés de presse, où on a combiné un lancement, etc. C'est un métier, ça. Le métier d'éditeur, c'est ça aussi. Hein. Éventuellement qu'on a réécrit, parce que c'était pas bien écrit au départ. Ou qu'on a corrigé, ou le titre a été imposé à l'auteur, etc. C'est ce que les anglo-saxons appellent un éditeur.
Donc maintenant c'est arrivé ici aussi, ça se passe comme ça ici aussi. Et il se publie des choses très intéressantes chez les petits éditeurs qui sont qui ont une plus grande valeur littéraire que beaucoup d'autres choses. Bon, je ne vais pas nommer Oui, oui. d'auteurs là, Mm. On les connaît. mais oui, et qui se vendent très bien, qui sont en pile partout et qui sont des produits. Absolument. C'est pas de la littérature. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres, qui font d'ailleurs bien leur travail, c'est des bons livres, mais c'est pas des écrivains pour moi. Alors Gris Paris, c'était vraiment un écrivain, lui. Mais il n'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres très intéressants. Seulement, il faut avoir une grande curiosité pour le savoir. Il faut être dans des réseaux d'amateurs. Ça existe. Hein. Il y a même des libraires qui font du bon travail de ce point de vue-là. Parce que d'abord, pour vendre des livres, maintenant, il faut vraiment se lever le matin et s'accrocher. Donc, ils créent ils invitent, ils font des réunions, ils font des lectures, des choses comme ça. Il y a des festivals qui n'existaient pas avant aussi autour de lectures, de choses comme ça. Alors, je ne sais pas si Gris Paris vivait maintenant, s'il aurait profité de ça, mais en tout cas, il ne faut jamais oublier la dimension purement matérielle et professionnelle de tout cet aspect-là, de la littérature aussi. Alors justement, j'ai une question qui va totalement dans la Mmh. continuité de ce que vous dites. À quel moment est-ce que Pierre Ripari a pu vivre de sa plume? Alors, dans les années 80, quand Grasset Jeunesse a pris en main la littérature de jeunesse, et là, il était. Beaucoup de gens n'auraient pas pu en vivre. C'est parce qu'il avait les habitudes qu'il avait qu'il a pu en vivre À sa façon. de ce qu'il gagnait. Mais justement, sa grande sagesse, ça a été de pas tout d'un coup s'acheter des beaux costumes, avoir une voiture, se loger magnifiquement, etc. D'ailleurs, là, il n'aurait pas pu, il gagnait pas beaucoup d'argent, mais il gagnait de quoi vivre. Il gagnait autant que quand il faisait ses petits boulots à mi-temps, donc pour lui, ça suffisait. Et il a eu bien raison, c'était la solution de sagesse. Ce qui lui a permis finalement de se consacrer Ah pleinement à il a l'écriture continué à écrire dans les 10 toujours dernières avec années de sa vie. la même constance et en travaillant parce que son imagination fonctionnait très bien. Il avait beaucoup d'idées, hein, Gris Paris. Il n'était pas en peine d'imaginer des histoires, mais après, il les travaillait très soigneusement. Et quand il se mettait à écrire, il avait vraiment élaboré euh, ce qu'il avait à raconter dans sa tête. Alors il y a deux thèmes qui reviennent toujours enfin toujours souvent, on va Mm. dire assez souvent dans l'œuvre romanesque de Pierre Ripari, c'est le communisme et les Ouais. religions. Mm. On a surtout l'impression, en le lisant, de voir une sorte de déception profonde dans ces deux croyances ou ces deux idéologies, comme il Oui. disait, voire peut-être même qu'il n'était pas tout à fait convaincu dans son athéisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne peux pas porter de jugement là-dessus. Je peux dire quelle impression ça me fait et puis quelle influence ça a eu aussi sur moi. Parce que moi, j'ai connu Pierre Ripari très jeune et j'étais complètement subjuguée par sa pensée, par son humour, enfin, j'étais tout à fait subjuguée par cet homme-là. Hein. Et je dois le dire. Alors, ça m'est difficile d'en parler d'une manière objective, vraiment. Mais bon, pour le communisme, il avait compris sa douleur, ça le faisait rire, il se disait, bon, je me suis trompé, mais je ne me suis pas trompé, c'est quand même une nuance importante, et il ne s'était pas trompé sur le milieu que ça avait été pour lui, parce qu'il y avait cette dimension-là qui était importante. Il s'était fait des amis, des relations dans son Oui, milieu, enfin des amis, des relations, c'était un... il y avait une convivialité, Voilà, il quoi. y avait une convivialité, et il avait trouvé qu'il y avait un aspect populaire souvent qui était tout à fait attachant. Il l'a dit à plusieurs reprises, enfin il le disait, euh, il avait rencontré des types bien, des gens qui y croyaient, c'était touchant, quoi. Pour lui, c'était un milieu D'accord. assez touchant, pas tout le monde, hein, et pas les cadres, Oui. évidemment, pas l'organisation du parti et tout ça. Je pense que même sur le moment, quand il était dedans, je ne suis pas sûre qu'il adhérait vraiment à... Il voyait bien qu'il y avait des clichés, des slogans, des mensonges de base. Parce que pour faire marcher des groupes, c'est comme ça, hein, il n'y a rien de changé à notre époque, c'est toujours pareil. Et c'était très organisé avec le communisme, c'est tout. Mais bon, quand il a eu rompu avec ça, là il a commencé à en rire et il s'en est inspiré d'une manière
avec l'aspect humoristique, et il n'y avait pas de nostalgie. Alors, pour, pour, la, la- pour il était irrité quand même par la Bible, par le christianisme, l'aspect église, vous voyez, ça oui, ça lui paraissait vraiment une tromperie fondamentale. Mais quant à est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que le ciel est vide ou pas, ça je ne pourrais pas le dire. Ça ne serait pas honnête de dire à sa place ce qu'il en pensait. Bien sûr. Je ne vais pas projeter ce que je pense moi ou ce que je pense pas. Surtout que malheureusement, il Donc, n'est plus là, on ne peut plus lui oui, on ne demander. peut Quoi. pas lui imposer ça. Alors, il a écrit quand même l'Évangile du rien. Oui. Et là, on voit, il exprime très bien ce qu'il pense à ce moment-là. Et il l'écrit avec une sincérité tout à fait admirable. Et puis très intelligemment en plus. Là, pour le coup, c'est pas une question simplement de sensibilité, de foi, c'est une vraie pensée, à mon avis. Alors justement, comme vous parlez de l'évangile du rien, j'avais prévu de vous en parler justement parce que dans les différents entretiens que vous avez donnés sur Pierre Gripari, à la radio notamment, vous avez très souvent dit que l'anthologie de textes philosophiques, l'évangile du rien, était un livre important dans son œuvre, bien que ce n'est pas un livre qu'il a écrit, mais plutôt commenté. En quoi, pour vous, est-ce un livre si remarquable ? À cause de cette extraordinaire sincérité, justement. Et il va très loin dans sa propre démarche, dans sa propre recherche profondément personnelle. Et il le dit, alors il le dit d'une manière pudique, hein, il ne s'étale pas du tout, mais on le ressent, c'est très... Moi, personnellement, je trouve ça très émouvant. Et puis, il cherche vraiment des arguments, parce que dans ce livre, il n'y a pas que des écrits religieux. Il y a aussi des choses qu'on est étonné de trouver là, dans un propos sur la religion. Oui, je me souviens même d'un extrait d'un roman de Jean-Paul Sartre, c'était La nausée, je crois. Oui. Oui. Où Donc, il dit d'ailleurs, c'est c'est assez drôle, parce que je voudrais revenir là-dessus, parce que j'ai lu l'Évangile du rien il n'y a pas longtemps, et il précise bien dans le préambule qu'il déteste Sartre cordialement. Oui. J'ai trouvé ça extraordinaire. Oui, c'est vrai, parce qu'il avait une certaine fascination aussi pour... pas pour le personnage, hein, mais il y avait des aspects de l'œuvre de Sartre. Alors je pense que c'était surtout son œuvre littéraire, parce que le côté convaincu du marxisme, ça ne l'intéressait pas. Mais voilà, donc il va chercher des auteurs et des œuvres qui sont... Bon, je ne l'ai pas tout à fait présent à l'esprit, là, il y a longtemps que je ne l'ai pas relu, mais qu'on n'attend pas là, quoi, qui ne parlent pas spécialement de l'existence de Dieu ou de sa non-existence, mais on voit qu'il a une recherche très honnête sur ces questions. Il interroge en tout cas beaucoup Voilà. à travers les textes classiques, philosophiques. Et puis je l'ai vu souvent aux prises avec des gens qui étaient croyants, enfin souvent, je l'ai vu dans des situations... dans des réunions, des soirées, des dîners, des choses comme ça, avec des gens qui étaient eux-mêmes croyants. Il était attentif à ne pas... il aimait bien discuter de ces choses-là, mais il était attentif à ne choquer ou à ne blesser personne, quoi. Il n'imposait rien. Alors, évidemment, ça peut faire penser qu'il n'avait pas une vraie certitude. Mais ça, aussi, je ne peux pas le dire, j'en sais rien. J'en sais rien. Je voudrais lire un tout petit extrait de l'Évangile du rien. C'est dans le préambule que vous citez aussi comme une profession de foi. Enfin, dans une autre émission de radio, vous aviez dit que c'était une profession de foi. Je considère que la sagesse est par nature nihiliste, sans illusion comme sans espérance, qu'elle n'est jamais si bien fondée que sur l'acceptation du néant et le refus de tout mythe consolateur. Là, c'est quand même clair. Ah bah c'est sûr. Mais ça, je pense qu'il était doué pour le nihilisme, il était né comme ça, c'était pas quelqu'un qui cherchait à s'accrocher à quoi que ce soit, et que sa vie, il a conforté ça toute sa vie. Et puis effectivement, c'est vrai qu'il parlait de pessimisme joyeux, mais c'est vrai qu'il l'était. Hein. Il l'était même dans l'expression des choses les plus ordinaires, les plus simples. Et dans les relations humaines,
on voyait bien qu'il prenait les gens comme ils étaient. Il ne se faisait pas d'illusions sur les gens, mais il les prenait avec bienveillance comme ils étaient, souvent. Vous voyez, il disait jamais de mal de personne, il était très bienveillant. Donc, c'est signe qu'il ne nourrissait pas d'espérance et après pour être déçu par les gens. Alors, après, il n'a pas fait l'expérience du couple, ça je ne sais pas ce que ça aurait donné, parce que c'est un sacré exercice de ce point de vue-là, mais il n'a pas fait cette expérience-là. Il en a parlé, il en avait tout à fait peur, enfin il le caricaturait, bien sûr, cet aspect-là de la vie, mais il l'a pas vécu lui-même. Il en parle notamment dans Les Chants du Nomade, Mhm. dans le cycle de la solitude, Oui, où justement il dit, je ne me souviens plus exactement du poème, je ne sais plus si c'est le poème où il parle de ses parents, mais que finalement il a refusé toute vie en couple, oui. parce que ça allait empiéter sur sa Oui, vie alors ça, d'écrivain, quoi. c'était C'était pas... l'organisation de sa vie à laquelle il Ouais. tenait parce qu'il était très organisé. Hein. Il avait son emploi du temps, ses rendez-vous, son petit carnet de Moleskine où il notait tout, etc. Mais, mais je pense que ça lui faisait peur aussi en même temps. D'accord. Il n'aurait pas. Ce que je peux pas dire, c'est s'il a eu l'occasion de le faire. Ça, j'en sais rien parce qu'il était. Enfin, en tout cas, avec moi, il était discret sur ces questions. Et il avait eu l'exemple de ses parents qui était assez catastrophique, mais enfin, Oui, il n'était pas le seul. Hein. oui. C'est des situations qui sont très fréquentes. Les couples qui tournent mal et les parents qui donnent un spectacle affligeant à leurs enfants, il y en a beaucoup. Ça, il le décrit très bien dans Pierrot la Lune, Ah notamment. oui, bien sûr. Ouais. Alors, savez-vous quels étaient les livres auxquels Pierre Gripari tenait le plus dans son œuvre? Ben, quand il en publiait un, il était toujours plein de... Oui, il en parlait d'une manière vraiment... Euh, c'était pas un livre de plus, il y mettait tout son cœur, si je puis dire. Après, il tenait beaucoup à Patrouille du Comte, Oui, ça je le sais. Je pense il tenait beaucoup aussi à Frère Gaucher. Une des raisons pour lesquelles il a eu une grande amitié avec Vladimir Dmitrievitch, c'est que Dimitri lui aussi aimait beaucoup ce livre. C'était, je pense, le livre qu'il préférait. Frère Gaucher, ou Oui, le voyage en Chine. oui, il le disait, en tout cas, il en parlait d'une manière très émue. Donc ils étaient tous les deux d'accord là-dessus. C'était une grande source de, de complicité. Alors, pour revenir au livre auquel Pierre Gripari tenait le plus dans son œuvre, j'ai noté que vous savez, dans l'émission de Jacques Chancel, Mhm. Radioscopie, diffusée en Oui, novembre 1978, donc c'était avant Patrouille du Comte, puisque Patrouille du oui, Comte, ça doit être c'était 80 ou oui, 81, je oui, crois, il cite Pierrot la Lune et Frère Gaucher ou le voyage en Chine oui, pour ces deux livres, donc ça rejoint oui. effectivement. C'est euh, l'idée que effectivement. j'en ai. Euh, si je rassemble mes souvenirs. Alors, j'ai une autre question. Qu'est-ce qui pourrait donner envie aux générations d'aujourd'hui, Mm, donc mm. maintenant, de lire Pierre Gripari? Alors, attendez, je vais quand même ajouter quelque Ah, chose qui est allez-y. très important du point de vue de Gripari sur cette question précédente là. C'est que il faut voir le côté. Il se faisait un défi chaque fois qu'il entreprenait un livre. Il le construisait selon des règles très strictes. Par exemple, son roman par lettres de Frère Gaucher. Frère Gaucher, et puis Roman Branchu, qui était Oui, aussi très complexe, oui, etc. Et il se faisait et il voulait écrire dans toutes les formes. Par exemple, l'histoire de prose, il a voulu faire un roman érotique. Il a cherché, c'était un exercice de style au sens propre du terme. Et il tenait beaucoup à ça. Et il considérait que s'il avait réussi à construire quelque chose de cohérent, de solide, il était très content de son travail. bah là, Mm. dans Roman Branchu, vous citiez Vie parallèle de Roman Branchu, on est servi parce qu'il y a Oui, du conte, justement. du théâtre. Exactement, exactement. Ouais. Bon, un roman par lettres, le roman érotique, l'autobiographie. Alors, je crois que quand il a écrit Pierrot la Lune, il n'avait peut-être pas encore très bien euh, cette idée en tête, enfin, où il s'en rendait pas compte. Mais après, on voyait bien que chaque fois qu'il écrivait quelque chose, il voulait et il insistait sur le fait qu'il, pour la poésie en particulier, il fallait des règles, il fallait des rimes, il fallait un rythme, que c'était
une poésie qui ne chante pas, c'est pas intéressant, enfin, etc. Il voulait être vraiment, il n'écrivait pas comme ça au fil de la plume, hein, il construisait vraiment. Bon, pardon, j'ai oublié la question d'après. Non, non, il y a aucun problème, je vous la repose. Qu'est-ce qui pourrait donner envie aux générations d'aujourd'hui de lire Pierre Gripari? Alors là, je, je, je pense, vous savez, c'est les hasards, ça aussi, il y a un élément de hasard. Bon, quand on est adolescent, on peut rencontrer un adulte qui remplace les parents dans la formation, qui est un maître à penser, Ce qui est le thème d'un de ses livres, vous hein, forme. Jean-Yves à qui rien n'arrive, Oui, voilà, c'est ça. Hein. c'est ça, tout à fait. Et ben, ce qui contribue à vous épanouir, à vous former. Alors, beaucoup de gens qui pensent que c'est un de leurs professeurs, c'est arrivé souvent. Maintenant, je ne sais pas si c'est encore vrai. Enfin, je ne devrais pas vous dire ça. Je ne ferai pas de commentaire. Je ne devrais pas vous dire ça, vous êtes professeur. Mais bon, quand l'école avait un prestige formidable et les études étaient... C'est aussi parce que les études n'étaient pas données à tout le monde. Hein. Quelqu'un qui allait au lycée il y a 50 ans, c'était quelqu'un qui avait franchi des étapes, qui se sentait exister à travers ça. Alors que maintenant, bon, c'est le tout venant. Et je pense que ça n'a pas contribué à l'intérêt que les enfants portent à l'école, hein, franchement. Mais bon, on ne va pas refaire le monde de toute façon. Mais je pense que ça tient à des choses comme ça. Ou alors, bon, s'il y avait une diffusion, si on faisait un film par exemple, bon, je ne vois pas bien comment ni pourquoi avec l'œuvre de Gripari, mais si on fait un film à propos d'un livre et que les gens voient le film, ils sont portés, même les jeunes, et en particulier les jeunes, ils sont portés à lire le texte. Ça, c'est arrivé ces dernières années, ça m'étonne beaucoup d'ailleurs avec Homer. Homer a un succès fou dans le grand public et je pense qu'il y a sans doute des adolescents qui du coup le lisent et puis comme c'est plein d'histoires extraordinaires, Une épopée, très attachantes, ça peut leur faire franchir le pas. Bon, j'espère que Gripari aura une aventure comme ça à un moment ou à un autre. Moi, en tout cas, pour Pierre Gripari, ce qui m'enchante chez lui, c'est que c'est quelqu'un d'abord, c'était un très grand écrivain d'imagination, et c'est quelqu'un qui fait rêver, qui me fait rêver à titre personnel. Et je pense que pour cette nouvelle génération, même si, comme vous dites, on ne va pas refaire le monde, qui est toujours dans les écrans, dans quelque chose de fade finalement, Gripari, ça serait un excellent remède à ça, parce que c'est quelqu'un qui... c'est un monde onirique absolument extraordinaire. C'est que ça impose une version des choses qu'il n'y a aucun effort de l'imagination. Absolument. Ça s'impose. Alors la lecture, elle fait fonctionner l'imagination et c'est ça là. Je ne suis pas pessimiste, je pense que la littérature, je pense comme Gripari qu'on racontera toujours des histoires. Je ne sais pas si ça sera sous forme de livre, c'est ça. Oui. Mais bon, on verra. Alors, une question un peu différente maintenant, avant de rentrer dans son œuvre. Quel rapport avait Pierre Gripari avec les médias? Oh bah alors là, aucun. Ça ne m'intéressait absolument pas. D'ailleurs, je ne sache pas qu'il lisait des journaux. Je n'ai jamais vu arriver chez moi avec un journal dans la poche. D'accord. Je ne sais même pas comment il s'informait, à vrai dire, parce qu'il n'avait pas la télé, bien sûr, pas la radio, bien sûr. Je ne sais pas trop, parce qu'il n'évoquait jamais ça. Et il ne connaissait pas les journalistes, les vedettes des médias. Bon, c'était moins important que maintenant, peut-être, mais voilà, il n'était pas du tout intéressé à avoir des articles. S'il y en avait, c'était bien, mais s'il n'y en avait pas, ça ne l'intéressait pas. Alors sur le site de l'INA, je n'ai trouvé que 2 émissions dans lesquelles il avait participé, qui sont donc Radioscopie, on en a parlé à l'instant, avec Jacques Chancel en 1978, et Apostrophe pour la promotion de Mitounet Joly en 1982, en février 82, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors, je ne sais pas si tout a été vraiment archivé ou pas, oui, mais c'est tout. Il y a quand même des articles dans la presse, parce que je disais tout à l'heure qu'il y a de moins en moins de rubriques littéraires dans la presse magazine ou dans la presse quotidienne. Et avant, il y avait quand même beaucoup plus il y avait des magazines consacrés à la littérature plus que maintenant. Ils étaient plus grand public. Maintenant, il y en a quelques-uns encore, mais c'est un tout petit. Oui, c'est restreint. C'est très restreint.
Et il a eu quand même des articles, et puis bon, il en a eu dans la presse de droite, à partir du moment où il a fréquenté un peu le milieu du Grèce, etc. Mais c'était peu de choses, hein. C'était des recensions, pas des vraies critiques. Des entrefilets, quoi, Ouais, on va c'est dire. ça. Ouais. Mhm. Et puis, mais tout ça, c'est le travail des attachés de presse, hein. Mhm. Donc, à la table ronde, il y avait bien de la presse pour les productions de la table ronde, mais pas ce genre de choses. C'était pas la littérature pure. À l'âge d'homme, il n'y avait pas d'attache, il n'y avait pas du tout, il n'y avait aucun travail envers les médias, parce que même Dimitri méprisait totalement Ce milieu. ce milieu-là, bien sûr, et voulait pas faire les concessions qu'il fallait faire pour y être présent. Et donc, parce qu'il faut en faire beaucoup, hein. Et donc, et c'était tout à fait secondaire pour lui, pour Pierre Gripari. D'accord. Il se figurait pas du tout le rôle que ça pouvait jouer pour vendre des livres, etc. Il aurait été plus attaché aux relations avec les libraires, mais bon, il avait ni le temps, ni l'occasion, ni... Il y avait des libraires amis qui faisaient des séances de signature. Oui, j'allais vous en parler parce qu'il a quand même beaucoup signé ses livres en librairie, Pierre Oui, Gripari. alors tous ses amis venaient à la soirée, c'était très bien, ça se passait bien, c'était très chaleureux, il était très content. Mais bon, ça dépassait pas un tout petit milieu, Oui. hein, quand même. C'était toujours très, très Oui, parce confidentiel. que c'était Mhm. annoncé. Mhm. Vous savez, maintenant, avec Internet, quand même, on a gagné beaucoup là-dessus, parce que il ne s'agit pas d'envoyer 100 invitations par la poste. Ça peut toucher des milliers de gens. Oui. Mhm. C'est beaucoup mieux, mais à cette époque-là, c'était pas le cas. C'était très artisanal, toutes ces choses. Enfin, moi, quand je faisais une signature, c'était dans ma librairie, c'était les clients de la librairie que je connaissais, quoi. J'avais pas d'ouverture sur d'autres milieux. Alors, il y a un livre dont on parle peu quand on aborde Pierre Gripari et qui est pourtant une œuvre importante, c'est Phosphornologue. Alors, le titre est très long, on va l'appeler entre nous Phosphornologue, qui a été publié en 1964 aux éditions de la Table Ronde et qu'on peut encore trouver facilement en librairie, Oui. puisque la Table Ronde l'édite toujours avec Oui, Pierrot Lalune. d'accord. Alors, pour l'histoire, pour l'anecdote, bon, pour résumer, c'est en fait Phosphornologue, qui est une sorte de savant fou qui part avec le professeur Beagle et le double de Pierre Gripari, dont on ne connaîtra jamais le nom, qui partent sur un paquebot qui s'appelle le Beaugency pour aller prouver au monde entier que l'Amérique n'existe pas et que c'est une vaste conspiration en lien avec le Vatican, etc. Enfin, c'est très drôle, c'est très très bien écrit. Et dans ce livre-là, il y a une scène qui n'est jamais citée et qui pourtant pourrait être aussi quelque part une sorte de profession de foi, malgré la violence de la scène. C'est une scène extrêmement violente, extrêmement sanglante, où le paquebot en fait arrive sur une île qui s'appelle Budu et donc l'île a été christianisée et le chef de cette île donne en sacrifice son fils à Dieu et donc ils reproduisent la scène de la Passion du Christ avec tous les détails, etc. Je le donne pour nos auditeurs dans l'édition Folio, ça se trouve à la page 238. Alors je vais pas tout lire parce que c'est assez long. La question que j'avais en fait, c'est est-ce que vous pensez, vous aussi, que cette scène est à la fois une profession de foi et qu'elle annonce aussi certaines publications que fera Gripari beaucoup plus tard, comme par exemple l'histoire du méchant Dieu? Oui, il est sarcastique avec toute cette attirail complètement doloriste et morbide de la religion catholique, ça c'est sûr. Et puis en plus, il y a une idée littéraire, parce qu'il transpose d'une manière à la fois drôle et tragique. Il transpose la passion, ça l'amuse beaucoup de faire ça. C'est un exercice littéraire, hein, D'accord. je pense, c'est une bonne idée d'une certaine manière. C'était assez surprenant de trouver en même temps. Voilà, ouais. Et ça frappe sans doute ça en frappe plus d'un, certainement. Je pense qu'il a été content de cette idée, voilà. Et puis l'histoire du méchant Dieu, alors il a pris systématiquement tous les livres de la Bible pour les remettre en question, etc. Moi, enfin, je trouve que c'est moins fort
en quelque sorte, parce que là, il sort de son rôle purement littéraire pour faire une démonstration, un peu, Oui. vous voyez. Donc, il le fait très bien, et puis, pour les gens qui ont un compte à régler avec la Bible ou avec la religion, c'est un vrai régal, ça c'est sûr. Pour les autres, c'est un peu irritant, mais enfin, on lui pardonne parce que c'est Gris Paris, les gens qui le connaissent. Mais j'en ai connu justement qui étaient dans cet état d'esprit. Mais donc, je trouve que là, l'idée de transposer la passion, il n'est pas le premier écrivain qui fait ça, hein, il y a beaucoup d'exemples, mais c'est réussi, là, c'est une belle scène qui Oui. va très loin dans la cruauté, justement, dans le côté morbide. Et en plus, il prend un enfant à la place du Christ, un jeune enfant, Ouais. avec lequel il avait enfin, le narrateur, le personnage Ouais. principal, avait sympathisé, Ouais. qui prenait sous son aile, qui considérait un peu lui-même comme son fils adoptif. Donc c'est quand même... Oui, oui, c'est violent. Hein. c'est une belle idée, il y aurait à dire là-dessus. Ouais. Ouais, ouais. Alors, il y a un autre... Et puis le Phosphore-Moloch, alors l'origine, euh, c'est tout est possible. Et après tout, pourquoi ça n'existerait pas telle chose, ou pourquoi ça existerait. Enfin, vous voyez, tout est l'imagination règne sur toute l'œuvre. sur la littérature, sur la pensée. C'est un acte de foi dans l'imagination, dans la création. La réalité, c'est pas important, quoi. C'est l'imagination qui compte. Alors, l'histoire du livre, justement, ça c'est Alain Pocard qui me l'a raconté. L'idée du livre, en fait, lui est venue parce que au bar du théâtre de la Huchette, qu'il fréquentait beaucoup, avec Guy Moigne, etc., Ouais. il a entendu quelqu'un dire l'Amérique n'existe pas. Oui, et alors, c'est il ça. est parti de ça pour C'est ça. écrire. Et en plus, entre-temps, je crois qu'il avait fait une croisière aux Antilles, je crois, dans les années Oui, il a fait une 50. croisière aux Antilles. Donc il a un peu tout mêlé pour faire ce Mm. livre qui est absolument incroyable et Ouais. dont on parle peu malheureusement. Moi, je trouve Ouais. que c'est un livre incroyable. Mm. D'imagination, de cruauté aussi, comme C'est on l'a vrai, dit. c'est vrai, oui. Ah oui. Voilà. Il va au bout de ses idées dans ce livre, effectivement, et de sa tendance à accepter toute heure, tout ce que son imagination peut lui suggérer. Et on racontera pas la fin, mais les personnages aussi vont vraiment au bout, hein, là, pour le coup. Alors, et puis maintenant, ça prend tout son sens. Alors, évidemment, une œuvre littéraire prend tout son sens si elle est capable de survivre dans la durée. Il y a beaucoup d'œuvres qui ont beaucoup de succès à un moment donné, parce que leur auteur est célèbre, a du succès, Ou a etc. reçu un prix. Dès qu'il est mort, oui, dès qu'il est mort, tout le monde l'oublie. Il y a même des gens, des grands écrivains qui ne passionnent plus personne, alors qu'on n'aurait jamais cru ça quand ils étaient vivants. Comme Monterland, par exemple. Oui. Hein, Monterland, Malraux, Gide. c'est des gens qui Colette aussi un peu. Ouais, qui n'existent plus. Et là, bon, il y a plein de gens qui pourraient aussi dire qu'il y a une actualité américaine qu'on peut trouver intéressante dans l'incroyable équipée de Phosphore-Moloch, parce que ça serait peut-être bien pour le monde entier que l'Amérique n'ait jamais existé et n'existe pas. Enfin, je ne veux pas insister là-dessus, mais je suis sûre qu'on me comprendra. Par rapport au prix littéraire, donc nous sommes si je ne me trompe pas, le 18 novembre 2022, et donc ont été remis au mois de novembre deux grands prix littéraires. Alors d'abord le prix Nobel de littérature qui a été remis à une Française, je crois qu'on ne fera pas de commentaires parce qu'on est tous les deux d'accord. Oui. Le prix Goncourt 2022 qui est à peu près la même chose. Alors je me suis dit qu'en aurait pensé Pierre Gris Paris, et j'ai retrouvé dans un essai qui s'appelle Critique et autocritique, publié en 1980 à l'Âge d'Homme, la réponse en fait entre les pages 145 et 146 de son essai. Alors je vous le lis rapidement. Le public, la critique et les éditeurs ne demandent pas le livre du siècle, mais le livre de la saison, ce qui est tout différent. Celui dont le premier tirage s'épuisera en 6 semaines, que l'on réimprimera en 300 000 exemplaires et dont ensuite on ne parlera plus jamais. Pour écrire un tel livre, il faut avant tout faire preuve d'une qualité essentielle, le don de ne choquer personne ou, ce qui revient au même, l'absence totale d'originalité. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que Pierre Gris Paris vivait dans son imagination, dans son œuvre. Il avait dégagé tout ce qui était superflu, mais quand il remettait les pieds sur terre, il voyait les choses comme elles étaient.
il avait une espèce de côté visionnaire aussi, il allait droit au but. Ouais. Et là, effectivement, c'est un diagnostic parfaitement valable à son époque, mais Et qui qui l'est est de toujours plus en plus, d'actualité, hein. et donc il avait cette capacité-là, bah, comme, ce qui prouve que c'était un grand esprit. Absolument. Alors, il y a une autre citation qui est beaucoup plus courte d'un grand écrivain argentin du XXe siècle, hein, qui est mort en 86, qui s'appelait Jorge Luis Borges. Et Ouais. lui disait que le prix littéraire est le papier hygiénique des écrivains. Alors je suis poli parce que c'est pas exactement papier hygiénique qu'il utilisait. Alors il y a un autre roman aussi dont j'aimerais qu'on parle, c'est un roman posthume qui a été publié en 1991, qui est son dernier roman, Monoméron, que j'ai lu il y a quelques mois, que j'ai trouvé absolument magnifique. C'est un roman qui est à la fois une charge contre les États-Unis, contre les puissants, et qui annonce la décadence de l'Occident. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup plus marqué, c'est qu'il annonce sa propre mort dans ce livre-là. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un côté un peu prémonitoire? Oui, mais c'est quand je disais là à l'instant qu'il était visionnaire, c'était pour les autres et pour lui sans doute, et d'une manière, en l'occurrence, c'était inconscient parce que il n'avait pas du tout la notion. Et quand il est allé se faire opérer, il n'était pas du tout inquiet, hein. Moi, je l'ai vu quelques jours avant. C'était une formalité, quoi. C'était pas, il n'avait pas. Enfin, chaque fois qu'on se fait opérer, qu'on va être anesthésié, évidemment, on est un peu inquiet. Je ne me réveillerai pas, mais c'était très. Il a manifesté aucune inquiétude. Donc voilà, et c'est. Oui, c'est un très très beau roman, Monoméron, c'est un magnifique testament. Et puis je trouve que justement, pour revenir au fait que qu'est-ce qu'il pensait vraiment de l'au-delà, enfin pas de l'au-delà, mais de la vie après la mort. La vie après la mort, enfin de tout ce qui fait la différence entre un athée et un croyant. Il raconte dans ce livre la disparition des dieux, la vieillesse et la disparition des dieux. Si les hommes n'y croient plus, les dieux dépérissent. Et je trouve que c'est absolument magnifique et très poétique cette notion. Les dieux ne sont pas tout puissants, c'est nos créatures à nous, les hommes. Et si on s'en désintéresse, c'est comme une poupée qu'une petite fille laisse dans un coin qui finit au grenier, quoi. Et en plus, dans le livre, il a énormément de tendresse pour eux. Il parle avec ces dieux-là. C'est ce que j'allais dire. Et il a beaucoup Donc, de tendresse. On peut dire qu'il est, ça pose plein de points d'interrogation. Et il reste avec eux dans le livre. Il reste enfermé avec eux. Oui, alors j'ai dû déjà peut-être vous en parler de ça ou le raconter déjà parce que c'est une histoire que je trouve très belle et très touchante. Un jour, il a été invité dans une officine du ministère de la Culture, des services du livre et tout ça, à faire une lecture. Il avait invité des amis et j'y étais. Bon, il y avait une trentaine de personnes peut-être, dans une petite salle. Et puis il a lu sa nouvelle qui raconte l'histoire qu'il a actualisée, qu'il a installée dans notre époque du filtre de Tristan et Isolde. C'est une nouvelle, alors je ne l'ai pas relue depuis longtemps, je ne me souviens plus de son titre, mais qui est très belle. Elle est parue dans quel... justement, c'est ça que j'ai oublié. Ah oui, d'accord. Dans quel volume. Il y a 141 nouvelles en tout, donc oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais elle est très belle. Et il avait fait cette lecture, et puis à la fin, bon, il a été applaudi, les gens lui parlaient, il venait vers les uns et les autres, les gens se parlaient. Certains se connaissaient, pas d'autres, et je vois, je lui parle moi aussi, et à côté de lui, il y avait un curé en soutane. C'était l'abbé Bayot, qui était un prêtre bien connu dans les milieux qu'on appelle les milieux traditionnels, vous savez. Avec Saint-Nicolas du Chardonnay. Oui, alors comme il y a plusieurs groupes, je ne sais pas dire lequel, mais enfin c'était quelqu'un qui était assez connu dans ces milieux-là. Et c'était vraiment le prêtre soutane Godillot, à l'ancienne, quoi. Et donc déjà c'était un peu étonnant de le trouver là, mais en plus Pierre me dit, je te présente mon copain l'abbé Bayot. J'étais saisie d'étonnement, je dois dire. Enfin, j'ai essayé d'avoir une contenance. Et puis après, il parle avec d'autres gens. Et puis je continue à parler avec... Enfin, on s'entretient, l'abbé Bayot et moi, en l'occurrence. Et il me dit, ah, madame,
Si Dieu n'existait pas, je me demande ce qu'il aurait raconté. C'était très bien vu. Et en fait, ce prêtre, il était professeur à l'école Stanislas. Oui, d'accord. Et il avait convié Gripari à venir parler à ses élèves. Et c'était un grand. Helléniste, peut-être? Oui, c'est ça. Ouais. C'était un helléniste assez connu, pas seulement dans les milieux catholiques traditionnels, mais c'était vraiment très étonnant et très bien vu, je trouve. Et si Dieu n'existait pas, je me demande ce qu'il aurait raconté. Et effectivement, si on enlève Dieu de son œuvre, ça fait une coupe sombre. Ça fait un vide, oui. Ça fait un grand vide, exactement. Ouais, ouais. Oui. Alors, il y a un autre livre dont je voudrais vous parler, dont on parle peu aussi. Je fais une parenthèse pour dire à nos auditeurs, aux gens qui nous écoutent, que l'association des Amis de Pierre Gripari a récupéré, a racheté il y a quelque temps un certain nombre d'exemplaires de ce livre et que l'on propose à la vente. C'est Le Comte de Paris, qui a été édité en 1980, qui est un autre grand livre de Pierre Gripari dont on parle peu, qui est un roman de chevalerie, du moins qui en a les apparences et les arcanes, parce qu'en fait il joue sur le thème de la chevalerie, mais il se moque un peu, il nous parle en réalité d'autre chose. Par exemple, au début du livre, le crâne de Merlin qui est donné au roi Arthur, et ce crâne fonctionne comme un transistor qui donne les nouvelles du pays et l'avenir du roi Arthur, etc. Bon, on comprend que voilà, on n'est pas vraiment dans un roman de chevalerie, mais ce qui moi m'a profondément marqué dans ce livre aussi, c'est que Pierre Gripari était complètement pétri de culture européenne, gréco-latine, et qu'il avait une profonde érudition, parce que pour écrire un roman de chevalerie, mais j'allais dire comment dirais-je, pas un pastiche, mais pour nous faire croire qu'on est justement dans une ambiance de chevalerie et qu'on ne l'est pas, c'est qu'il faut auparavant en avoir maîtrisé tous les codes. Oui. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Justement, je parlais des exercices de style tout à l'heure, et il aimait beaucoup les romans du Moyen-Âge. Il en parlait souvent, il s'y référait, il y pensait beaucoup. Alors, il avait raison de penser que la civilisation européenne trouve un creuset. À cette époque-là, elle trouve ses expressions à elle, qui sont plus seulement venues d'ailleurs, de l'Orient, etc. Et la religion, d'ailleurs, la religion chrétienne prend une toute autre allure, perd son orientalisme, si on peut dire, ou son aspect oriental à cette époque-là. À travers, pour lui, c'était vraiment un creuset très important. Et puis, comme vous dites, il a réuni là-dedans tous les personnages des grands mythes européens, y compris d'ailleurs les Russes, le monde slave, avec Sadko et Ulysse, la bagarre entre Sadko et Ulysse et tout, c'est absolument désopilant. Et puis les personnages qui sont, encore une fois, dans des situations avec Marcel Aimé, Céline. Colette aussi, Monterland. Oui, dans des situations complètement à contre-courant. Enfin, c'est une grande réussite, je trouve, Le Comte de Paris. C'est très beau. Alors là, je suis un peu inquiète quand même, parce que ça fait partie de ces œuvres où il faut que les gens qui les lisent, non pas soient très cultivés, très savants, mais qu'ils aient quand même une notion de ce que sont ces personnages, et qu'ils en connaissent les noms, tout au moins. Mais malgré tout, je pense qu'on peut le lire peut-être comme une épopée au premier degré, effectivement, oui, il y a sans forcément connaître. C'est comme dans Gulgamesh, il y a une lecture par rapport à l'histoire de Gilgamesh, à laquelle il est très fidèle, et qui transpose vraiment d'une manière tout à fait subtile. Qui est cette recherche de l'éternité. Si on ne connaît pas bien l'histoire de Gilgamesh, mais on peut aussi tout d'un coup avoir la curiosité, puis aller voir du côté de Gilgamesh ce qu'il en est. Bon, c'est un petit peu difficile à lire le poème, l'épopée de Gilgamesh, le poème d'origine, mais il y a des passages superbes. Absolument. Alors je fais une parenthèse aussi pour dire qu'on retrouve Alain Pocard dans Le Comte de Paris, sous une forme de sexologue un peu qui s'appelle Alanus Pocardus. Voilà, je le dis parce que au cas où un jour il écoute. Oui, et puis il en est très content de ça. Parce qu'il m'en avait pas parlé, donc moi j'ai découvert ça et ça m'a fait beaucoup rire en pensant à lui. Je me suis dit ça ne m'étonne pas. Alors,
Euh, pour finir sur le thème d'une œuvre en particulier de Pierre Gripari, j'aimerais parler d'un sujet qui est en lien aussi un peu avec la religion, mais qui n'est pas forcément récurrent dans son œuvre, mais Mm. qui traverse quand même son œuvre. Ce thème, c'est la mort. Oui. Alors on peut citer par exemple l'Évangile du Rien, on en a parlé, Mm. une autre anthologie aussi qui est très très belle qui s'appelle Pédigré du vampire, Oui. publiée en 1978, où il Mm. parle de la Mm. mort, de l'aspect zombie, Oui. etc. La vie, la mort et la résurrection de Socrate, Marie Gripotard, Mm. donc là tout est dans le titre. Le Sol il laisse aussi, qui est d'ailleurs le premier livre qui sera publié en 75 aux éditions L'Âge d'Homme, L'âge d'homme, oui. qui est un recueil de poèmes en vers, Frère Gaucher ou le voyage en Chine, où Pierre Gripari fait parler un mort. Mm. Je crois que c'est un prêtre, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui. Oui. Alors, Pierre Gripari était convaincu, on en a parlé, on ne sait pas trop, en tout cas, du néant après la mort, mais le sujet quand même semblait malgré tout le préoccuper beaucoup. Oui, bien sûr. Après, vous savez, on peut croire en Dieu et puis pas croire à la vie éternelle, hein. Oui, c'est À vrai. notre époque, c'est Ouais. même certainement assez répandu. Ben, je crois que pour être honnête, le Vatican d'ailleurs a compris que ce Oui, qui a oui, écrit dans oui. la Bible, c'est pas exactement ce qui se passera. Voilà. Oui. Si on est honnête. Oui, oui, bien sûr. Ben, la religion chrétienne s'est dépouillée de tout légendaire, de tout art, de la musique, de la peinture. Bon, je suis pas objective en disant ça parce qu'on construit encore des églises, ou on en a construit dans, dans les dernières décennies quelques-unes. Mais bon, il n'y a plus le souffle, hein. Non, on en détruit beaucoup aussi. Oui, et puis je crois que les églises maintenant embarrassent plutôt qu'autre Ouais, chose c'est le ça. monde ecclésiastique, Mm. en fait. Bon. Mais donc, ben, la mort préoccupe tout le monde, hein, qu'on Oui. soit croyant ou non. Mm. Les gens sont tous préoccupés ou ont quelque chose à dire dessus. Des choses contradictoires ou des belles formules ou des. Voilà, c'est quelque chose de fondamental dans la vie. La seule vérité de la vie, c'est la mort, comme dit Céline. Oui, c'est vrai. Mm. Je ne sais plus où est-ce qu'il a dit ça, dans quel livre il a dit ça, mais je crois que c'est Oui, peut-être à dans Le propos Voyage de au la, bout de la nuit. c'était à propos de la guerre de 14, Ouais, je ouais. pense, mais je sais plus. Je sais plus si c'est Le Voyage au bout de la Ouais. nuit ou m'aura crédit, mais effectivement, oui, Mm. c'est une citation bien Oui, et connue. ça, bah, Pierre Gripari en était persuadé, bien sûr, comme tout le monde, hein. Absolument. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose ou aborder un thème dont on n'a pas Mais parlé? écoutez, non, vous avez conduit, vous avez vraiment bien préparé tout ça. Vous avez conduit l'entretien d'une manière magistrale. Merci beaucoup. C'était très bien, et puis on aura d'autres occasions de parler de Gripari, j'espère en compagnie de griparistes et de gripariens qui vont s'intéresser à son œuvre et à sa personne Absolument. dans les années à venir. J'espère qu'ils vont se rencontrer, échanger, partager, et puis répandre la bonne parole. D'ailleurs, j'avais une dernière question à vous poser Oui. par rapport à ça. Est-ce que vous savez si Pierre Gripari est toujours autant lu dans les écoles? J'ai pas l'impression qu'il soit aussi précisément dans les programmes qu'il l'a été dans les années 80, 80. ouais. Il faut dire ce qui est, ça venait du ministère de la Oui. Culture, la décision, Ou même pas de l'éducation l'éducation nationale. nationale, plutôt la culture, parce que D'accord. Jack Lang avait joué un rôle là-dedans, D'accord. d'après ce qu'on m'a dit chez Grasset. Oui, c'est ce que j'avais entendu Donc, aussi. Ouais. je pense que Grasset Jeunesse avait fait le nécessaire pour ça, et puis que Jack Lang avait décidé que cet auteur serait dans les programmes. Et bah, c'est une vitesse de croisière, disons, je pense. Mais il y a eu une époque où les enfants des collèges, on leur faisait jouer les textes, Oui. on montait des spectacles, etc. Je ne sais pas très bien si c'est encore le cas. Je ne suis pas très en contact avec ces Ouais. milieux. Le conte est toujours au programme en classe de 6e, Oui, mais ça reste très, très, oui, très c'est ouvert. le C'est-à-dire qu'on choix dit, voilà, des enseignants. on Oui. dit le conte, mais après on Oui, et peut puis faire lire un peu maintenant, ce qu'on veut. il y a quand même la littérature de jeunesse est restée longtemps fidèle au conte traditionnel en le transposant, le transformant, mais maintenant on est passé carrément
aux grandes idées woke et Oui. bon, j'ai deux papas, Ah oui, ouais, d'accord. ce genre de choses, quoi, je D'accord. crois. Ou alors des, des choses qui sont très engagées de toute façon idéologiquement, Oui, comme politiquement. les contes africains, par exemple, alors qui Oui, peuvent être voilà. très bien, mais Oui, bon, bien sûr. c'est mieux de... Enfin, Oui, oui, c'est tout ce qui est européen est oui, voilà, dénigré. c'est ça. Voilà. Puis la langue française n'a plus d'intérêt en soi. C'est l'histoire qui peut avoir un intérêt, on ne cherche pas. Gripari lui avait un grand souci de, de transmettre des expressions, des mots. Le langage lui importait beaucoup quand il rédigeait ses contes, quand il composait ses contes. C'est devenu maintenant un langage basique, avec peu de vocabulaire. C'est pas ça qui compte, c'est comme au théâtre. On fait plus de théâtre de texte Oui. maintenant, Euh, très rarement. Par rapport justement à ce que vous disiez au texte, etc., quand on lit Histoire du prince Pipot, qui est un Mm. roman pour la Mm. jeunesse, le vocabulaire est extrêmement soutenu. Oui. Et lui disait justement que, alors, je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça, au niveau de la source, mais vous Mm. me confirmerez ou vous me direz Mm. si je dis une bêtise, que finalement, peu lui importait, il mettait du vocabulaire et c'était aux enfants à chercher ensuite ce vocabulaire. Oui, Enfin, voilà. c'était Mm. pas, il les prenait pas Ouais. pour Ouais. des imbéciles. Mm. C'est-à-dire que vraiment, il les mettait à un niveau, Oui, quoi, pour s'il leur n'avait raconter pas une histoire. compris le mot, il le comprenait par le contexte et il Mhm, l'avait acquis, mhm. du coup. Oui, on en a parlé déjà, vous et moi, peut-être pas dans l'entretien précédent, mais on en a déjà parlé de ça, à cause de la thèse de Jean-Luc Péroutet, qui a fait une thèse sur Pierre Gripari, sur l'œuvre pour enfants, et qui a publié les entretiens qu'il avait enregistrés avec lui. Oui, Et absolument. donc Dans un petit voilà. volume Mm, mm, mm. d'entretien, absolument. Malheureusement, c'est plus, il n'y avait que quelques exemplaires. Enfin, c'était Mhm. édité d'une manière très artisanale et c'est pas, bon, ça pourrait être réédité, ça serait intéressant ça. Mais justement, Pierre Gripari l'exprime, il le dit carrément il faut être exigeant avec les enfants. D'ailleurs, c'est une grande loi de l'éducation. C'est pas seulement vrai pour la rédaction des contes ou Mhm. Oui, pour pour tout, les lectures des enfants. parce que c'est Il faut aussi les avoir de respecter, l'exigence parce que c'est absolument, ça qui exalte les enfants aussi, absolument. qui les met au-dessus d'eux-mêmes et qui les forme au sens le plus intéressant du terme. Et qui Les leur enfants. permet de s'élever, d'où le Tout mot à fait. élève, Tout à fait, qu'on oui. oublie aujourd'hui, mais Oui, c'est ça en c'est fait, vrai. la C'est définition. vrai. Et juste pour l'anecdote, effectivement, par rapport à ce livre d'entretien que j'ai lu, il faut savoir aussi que ces entretiens-là auraient dû être prolongés, puisque l'auteur de cette thèse avait rendez-vous avec Pierre Gripari déjà sur son agenda Ouais. en février 91 et que malheureusement Oui. il est décédé le 23 décembre 90. Voilà. Je ne sais pas si vous souhaitez rajouter Non, quelque chose. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir reçus et d'avoir Merci à vous. répondu à nos questions. Je suis vraiment très contente de parler de Gripari, qui me tient très à cœur en particulier et en général. Merci. Merci Merci à Anne-Martin vous. Conrad. Au revoir.